Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Femmes de valeur, FDV. Aujourd'hui j'ai l'honneur et la chance d'accueillir avec moi Nadège Renée Binkina. Bonjour Nadège. Bonjour Stella. Vous allez bien? Très bien et vous? Très bien, merci en tout cas de nous faire l'honneur de votre présence dans notre émission. Alors nous allons dans un premier temps voir avec vous votre parcours professionnel, puis votre parcours personnel, d'accord? D'accord. Alors, donc vous êtes mariée et mère de 2 enfants. Qui ont quel âge? 10 ans et 5 ans. Au cours des diverses expériences que vous avez occupées, il y a toujours eu ce lien avec la prévention, la sécurité et l'entraide. Nous allons le voir encore au cours de l'entretien. Vous êtes également une femme très engagée en faveur de la protection de l'enfance et sensible à l'égalité des chances pour tous. Oui. D'accord, c'est déjà de très belles choses. Bien résumé. Donc là, nous allons aborder votre parcours professionnel. Oui. Donc vous êtes déléguée auprès de la préfète à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine. Quelles sont vos fonctions exactement auprès du préfet, de la préfète? Mon métier consiste, il y a une partie, je représente l'État, je communique aussi sur les dispositifs existants auprès des collectivités, mais surtout auprès des associations. J'accompagne les associations lorsqu'elles répondent à des appels à projets qui concernent que les quartiers, des projets innovants, des projets qu'on doit continuer parce que ça fonctionne pas mal. Voilà, donc il y a une partie accompagnement, il y a une partie communication et une partie travail en réseau, surtout travail en réseau. Parce que l'État seul ne peut pas tout faire, mais il y a un accompagnement, on va dire en termes de dispositifs, en termes de financement, et l'État est accompagné de ses partenaires, que ce soit les collectivités, surtout les villes, les associations qui font le travail de proximité, un très beau travail de proximité. D'accord, vous avez un exemple de projet que vous mettez en place justement? Mon secteur c'est les Gennevilliers, donc on met en place une cité de l'emploi, donc toutes les synergies, le partenariat, un financement de 100 000 € pour accompagner les publics vers l'emploi, les publics le plus éloignés possible vers l'emploi, avec des associations, avec des systèmes de marrainage, avec un grand lien avec les entreprises du territoire, et notamment les entreprises de Gennevilliers. Ça se fait par le biais des services publics de l'emploi, comme la mission locale, le pôle emploi, c'est les partenaires habituels spécialisés dans l'emploi. C'est vrai que c'est un très beau projet, bravo en tout cas, d'occuper ces fonctions-là et d'être auprès de ces personnes-là. On le sent. Comment vous avez accédé à ce poste? J'avais entendu parler du poste de délégué du préfet par un des partenaires, par une femme, et qui m'a dit oui, je te verrai bien sur ce poste-là, tente ta chance. Et à l'époque, il y avait un poste disponible sur le secteur du 92. J'ai postulé, on a demandé j'ai eu aussi des recommandations, on m'a demandé aussi des recommandations, donc j'ai postulé, j'ai pris le poste, en ayant une idée assez vague du poste. Et au final, plus j'ai avancé dans le poste et plus je me dis pour le coup, ça vous correspond. Je suis à ma place, quoi. Je suis à ma place, en tout cas, je suis à ma place. Donc voilà, c'est un mélange de compétences, de réseau, de chance, entre guillemets, parce qu'il faut clairement le dire, parce que c'était un moment où j'aurais jamais pensé à ce métier-là, pour le coup. Et il y avait aussi la barrière, le plafond vert que je me mettais personnellement. Quand on entend délégué du préfet, travailler auprès d'un préfet, j'ai toujours travaillé en collectivité, donc je ne connaissais pas l'État. Et puis un préfet, c'est plus haut représentant dans le cadre d'un territoire bien spécifique de l'État. Donc pour moi, je me suis dit, j'y vais pas. Et au final, je me suis dit, je vais aller plus loin dans ma démarche d'accompagnement. C'est le métier qui me correspond et voilà. Vous êtes lancé un bon challenge et pour l'instant, vous arrivez à le tenir. Oui, c'est déjà bien. En tout cas, êtes-vous fonctionnaire du coup? Non, j'ai cette particularité. J'ai passé le concours il n'y a pas si longtemps que ça. On va voir ce que ça donne. Non, je suis contractuelle depuis des années, surtout en collectivité. Ça fait 1 an que je suis au niveau de l'État. Et donc là, je me suis dit, je veux continuer.
Et donc, je passe les concours. Mais je suis contractuelle depuis un petit moment quand même, depuis 2014. Donc, vous avez été effectivement, vous l'avez dit vous-même précédemment, à des postes de médiatrice sociale, chargée de mission prévention et sécurité, responsable prévention et médiation, pardon. Vous avez également parlé tout à l'heure du fait que vous étiez à la tête de la police municipale. Une femme à la tête de la police municipale, c'est pas évident. Ça a duré 2 ans, c'était pas évident. Ça doit pas être évident, effectivement, parce que voilà, rentrer dans ce genre de milieu, c'est pas toujours facile. Oui. Vous, comment vous l'avez vécu? Ce qui a été le plus difficile, c'est pas seulement le fait d'être une femme, on va pas se mentir, il y a le côté, un management d'une femme, c'est pas pareil, c'est bon, on attend un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur, un peu plus de... Voilà, donc humainement, c'était hyper enrichissant. Après, ce qui était le plus difficile, c'est qu'il fallait comprendre aussi le métier. Et comme je ne venais pas du sérail, c'était le plus difficile parce qu'il y avait un décalage entre ma vision managériale, stratégique, politique et ce que la réalité des agents du terrain. Ça a été le plus... il y a eu un fossé au début, donc il m'a fallu du temps pour prendre mes marques, pour comprendre aussi leur métier, leur réalité, le fait aussi que... il fallait valoriser ces agents parce que c'est pas un métier facile, c'est pas un métier aussi très, entre guillemets, du côté en tout cas police municipale, très reconnu par rapport, ne serait-ce que sur la rémunération, ne serait-ce que sur la légitimité aussi. Donc ouais, c'était très formateur. Je me suis pas posé de questions avant, j'y suis allée. J'y suis restée 2 ans, très passionnant humainement. Le plus dur, c'est pas le fait d'être une femme, c'est surtout comprendre ce qui se passe dans le métier et comment les agents vivent leur métier. Donc c'est quand même des fonctions qui vous ont énormément enrichi au niveau humain. Humainement, oui. Non mais c'est bien que vous ayez pris cette dimension-là parce qu'on a souvent des jeunes, ça arrive souvent dans les collectivités, dans les entreprises, des jeunes qui arrivent sur des postes effectivement et qui n'ont pas cette dimension managériale au niveau en fait de l'humain. De bien comprendre l'humain, d'avoir cette sensibilité de l'humain. Souvent, effectivement, ils arrivent sur des postes, ils ont juste la dimension managériale, comme vous l'avez dit, et ne prennent pas ce temps, comme vous avez pu le faire, et c'est très bien, de mieux connaître son personnel avant de vouloir mettre en place une stratégie de management. J'aurais voulu également savoir, vous avez travaillé dans des villes comme Villiers-le-Bel, Aubervilliers, des villes quand même assez sensibles. C'est des villes, comme on dirait, avec beaucoup de quartiers sensibles, avec des difficultés économiques, sociales, voilà, c'est multifactoriel. Mais on peut souligner, il y a un dynamisme des associations et surtout des partenaires. C'est des villes, quand on y va, il y a un engagement. Humainement, c'est pas des villes qu'on prend pour faire sa place au soleil. C'est des villes où, quand on y va, on sait qu'on y va pour s'engager. Parce que ça va nous prendre de l'énergie, du temps. Il y a un côté réflexion, il y a un côté expérimentation. Et voilà. Et surtout, d'un côté, on n'en sort pas indemne. Parce que c'est tellement riche. On a des situations vraiment variées, des situations qui peuvent aussi nous toucher personnellement. Pour moi, c'est pas du surinvestissement. Parce que ça a tellement une plus-value quand la personne s'en sort, quand on a fait son petit truc pour l'accompagner au mieux. Justement, ma question était de savoir quels ont été les obstacles que vous avez connus et aussi vos réussites. Parce qu'il faut voir le positif et le négatif dans tout ça également. Et prendre de la distance, c'était le plus dur. Pour moi, la prise de distance, c'était quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Je suis contente parce que c'est le seul truc où je suis contente de vieillir, c'est que je vieillis un peu plus en distanciation et en sagesse, on va dire ça comme ça. On va évoquer plutôt votre parcours personnel, d'accord? Vous êtes cofondatrice et secrétaire générale d'une association en faveur de l'insertion des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est l'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance, en fait, c'est... déjà, il y a le mot aide. C'est lorsque les enfants, en fait, sont, de manière générale, pour schématiser, ont eu des difficultés. Il y a un placement ou il y a un accompagnement éducatif pour essayer de sortir l'enfant d'une situation de vulnérabilité, de maltraitance, de danger. Tout simplement, en fait, c'est l'institution qui gère les enfants en danger, en situation de danger. Et pourquoi vous avez fait ce choix d'association, justement? Parce que moi-même, j'ai été placée à l'âge de 12 ans, voilà, suite à un parcours de vie, on va dire, chaotique. J'ai été placée à l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui a marqué ma personnalité, qui marque mon parcours, qui marque aussi ce que je suis tous les jours, mon engagement.
Et je trouve que même si les pouvoirs publics ont créé cette institution, font de leur mieux, il y a des manques voilà, comme je le disais, en tout cas sur la partie, je suis très portée sur la question des jeunes majeurs parce que c'est ce qui m'a, tant que j'étais dans ma bulle et dans ma famille d'accueil, que j'ai eu une famille bis qui m'a permis d'avoir, voilà, de grandir, de m'épanouir, de 12 ans à 20 ans, tout allait bien, je ne me rendais pas compte que j'avais pas vraiment de parents, parce que ma famille d'accueil a fait tout le travail de frères et sœurs, de parents, ils ont eu ce rôle-là. Mais une fois qu'il a fallu sortir du système et être accompagné pour devenir un adulte, j'ai trouvé que pour le coup, il y avait vraiment des failles. Et j'ai souhaité agir à mon petit niveau en faveur, voilà, de cette problématique. Parce que pour moi, il y a des solutions. C'est déjà prolonger le contrat jeune majeur ou le donner à tous les enfants sortis qui ont été accompagnés par l'ASE en étant mineurs, ou même les nouveaux mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, donc c'est les mineurs étrangers. Donc pour moi c'était une priorité pour éviter qu'on les retrouve dans les dispositifs de droit commun, dans des difficultés, en précarité, dans une vulnérabilité plus, puisque ça s'accumule avec l'âge. Et qu'au final, toute l'attention qu'on n'a pas mis à un instant T va se retrouver dans quelques années. Donc, quelques années plus tard. Donc voilà, ça fait partie des causes que je considère comme des grandes causes. Quand on prend soin de nos enfants dès le départ et qu'on les accompagne pour être de meilleurs adultes, c'est pour moi la base. Et que quand on n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent nous accompagner parce qu'il y a des parcours de vie qui sont compliqués, sans culpabiliser les parents, voilà, il faut se donner les moyens d'accompagner les enfants. Et qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre association pour justement aider à cela? Mon association, donc, pour l'instant, elle est en stand-by. Donc je me suis investie émotionnellement et même en termes de temps au sein de Repère, qui est plus une grosse structure qui est gérée, en fait, Repère, c'est une association qui est dans le 75. Il y en a un peu partout. Enfin, quand je dis il y en a un peu partout, ça a d'autres noms, c'est des ADPAP. C'est Repère 75 qui est géré donc par Léo Mattei. C'est une structure en fait qui aide les jeunes de l'ASE, voilà, sur toutes les dimensions. D'accord. Et ils abordent aussi cette dimension que vous avez évoquée tout à l'heure sur après 18 ans. Ils abordent beaucoup. Récemment, ils ont eu l'occasion d'échanger avec voilà, la conseillère technique de Brigitte Macron sur puisqu'il y a une loi sur la protection de l'enfance qui est en débat. Donc oui. Eux, ils abordent tous les pans de vie, parce qu'il y a une multitude de parcours de jeunes de l'ASE, ceux qui ont été placés en foyer, ceux qui ont été en famille d'accueil, ceux qui sont venus après à 16 ans. Donc ils abordent toutes les thématiques. Moi, j'avais vraiment, lorsque j'ai créé Trajectoire Jeune, j'avais vraiment le focus insertion des jeunes pour le contrat jeune majeur, insertion de manière générale, pas que professionnelle, mais insertion sociale. Voilà, eux, ils ont tout le panel. Comment on accompagne mieux les éducateurs, comment on accompagne mieux les enfants qui sont placés pas en famille d'accueil mais en foyer, avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Oui, c'est vraiment une dimension un peu plus large. C'est Repère 75. C'est Repère 75, donc l'équivalent des ADPAP, donc des structures associatives des anciens de l'ASE. Ça, c'est Repère 75 qui est fait par... C'est bien d'avoir l'information, effectivement, parce que c'est vrai que cette question de ceux qui sortent à 18 ans de l'ASE est très importante, parce que le problème n'est pas résolu souvent. Non, il n'est pas résolu. Que, en fait, ça devient de nouveau... voilà, on les retrouve ailleurs, effectivement. Quand on observe votre parcours scolaire et professionnel, parce que vous avez quand même un master que vous avez eu en Sciences Po, bravo, félicitations. Merci. On comprend mieux, effectivement, votre attrait pour tout ce domaine-là, et surtout... Nous sommes, en tout cas nous au niveau de l'équipe, très admiratifs de ce parcours que vous avez eu, parce que c'est pas évident de venir d'où vous veniez et de se battre. Et je pense que les combats ont été difficiles, ont été longs pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais en fait, vous vous êtes donné les moyens d'eux et vous n'avez pas lâché. Mais d'ailleurs, comment vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a porté pour arriver à... J'ai une vraie bonne étoile pour le coup. Je suis pas le seul exemple entre guillemets de réussite, hein, sans faire preuve de fausse humilité. Mais j'ai toujours eu autour de moi des vrais parcours de réussite d'enfants de l'ASE. Ça m'a motivée. Dès le début, j'étais hyper bien accompagnée. J'ai une famille d'accueil qui m'a donné au moins
plus que le minimum, à essayer de compenser tout le manque affectif. Il y avait déjà l'état d'esprit qui m'a toujours valorisée en termes d'études. Même les 12, ça pouvait être 12, 13 que je ramenais, ils étaient toujours contents, ils m'ont toujours valorisée. Donc ils m'ont toujours mis dans une bulle en disant oui, Nadège, elle est intelligente. J'entendais ça tout le temps. Donc déjà rien que par leur manière d'être, ils m'ont poussée à faire des études. Ensuite j'ai une éducatrice qui croyait en moi aussi. Donc j'ai déjà passé j'ai passé un bac L. J'ai eu des professeurs qui m'ont permis d'aller dans un très bon lycée dans le 93. J'avais des profs aussi qui me donnaient des cours entre midi et 2 de grec ancien, qui est ma grande passion. J'ai eu vraiment que des bonnes personnes sur mon chemin. Et puis à un moment j'ai arrêté parce que voilà, pour manque de financement, j'ai arrêté mes études et puis je me cherchais, je me posais trop de questions. J'ai arrêté mes études, que j'ai repris suite à un déclic, que j'ai perdu un ami. Je me suis dit bon, il aurait été fier de moi que j'aille jusqu'au bout. Donc j'ai repris mes études. J'ai eu la chance de connaître mon mari, qui ne s'est pas posé la question, qui connaissait mon histoire, donc qui ne s'est pas posé la question financière de participer à la vie famille et qui m'a soutenue financièrement. J'ai pas eu beaucoup à m'inquiéter. J'ai eu une bourse également et entre-temps j'ai eu ma fille en licence 3. Ah oui. Donc là ça m'a boosté encore plus parce que il y a le cadre maternel qui me dit voilà, je veux qu'elle soit fière de moi. C'était mon boost ultime. Elle, ça a été la cerise sur le gâteau. Ma fille, on a grandi ensemble, comme je dis, et quand je la vois se passionner pour la politique, ça me fait tellement rire. Je me dis, mais c'est vraiment, j'ai fait mon prototype. Je crois que les cours que j'ai eus, elle entendait tout. Elle entendait tout. Elle a pris des cours à distance, comme on dit. Elle a fait les cours à distance. Voilà, donc j'ai eu que des bonnes personnes qui m'ont accompagnée. J'ai eu cette chance-là. Justement, ça tombe bien que vous abordiez votre fille, la grossesse, tout ça, parce que ma question suivante était justement le fait d'être passé par l'ASE. Est-ce que cela a-t-il modifié votre rapport à la famille? Pour moi, c'est une valeur. Avoir une famille, c'est une valeur. Donc le passage à l'ASE, le manque de famille dans un premier temps m'a bouleversée. Ensuite, j'ai été en famille d'accueil. Et là, je me suis sentie vraiment protégée pour le coup. Je me suis sentie vraiment dans une unité familiale avec des frères et sœurs, même si c'était leur métier de m'accompagner. J'avais pas la barrière de me dire c'est pas mes frères et sœurs, ils sont différents, cultures différentes. Ben non, j'ai eu vraiment ce cocon là. Et donc quand je suis sortie du système ASE, j'ai passé 2-3 ans dont des Noëls seuls et c'était mon plus grand manque en fait. C'est la famille, les grandes tablées, le lien familial pour moi il est hyper important. Je suis toujours en recherche entre guillemets, même si maintenant j'ai établi ma propre famille, j'ai 2 enfants, je suis toujours en recherche d'une famille. Et mes amis sont devenus entre guillemets ma famille, mes amis mon cercle restreint, pour moi c'est des frères et sœurs parce qu'on a évolué ensemble et qu'on a à peu près les mêmes carences. Oui, tout à fait. Pour moi c'est la valeur suprême, c'est la famille. C'est bizarre, hein, ça peut faire très cliché. Non, pas du tout, parce qu'on entend souvent dire que les amis sont souvent la nouvelle famille qu'on se crée. Donc non, c'est pas très cliché. Ça fait partie aussi de cette évolution du monde et qui fait que dans la famille il y a la famille biologique, puis il y a la famille du cœur. Donc vous avez ces deux familles-là, comme beaucoup d'entre nous. Ce que je voulais savoir, c'est vous avez essayé de retrouver votre famille, de reprendre des liens avec votre famille d'origine? Oui, j'avais déjà des liens avec ma famille quand j'étais pris en charge, parce que mes parents, ils ont un parcours de vie très distancié. En gros, j'ai l'impression qu'en Afrique noire, l'enfant, c'est l'enfant de tous, mais à force d'être l'enfant de tous, il y a des cas de maltraitance, ce qui était mon cas, c'est pour ça que j'étais placée. Donc j'avais encore le lien avec mon père. Ma mère, je l'ai connue tardivement. Je l'ai connue à 26 ans, à la veille de mes 27. J'ai connue très tardivement. Pour la première fois, je l'ai vue à ce moment-là. Donc j'ai gardé le lien. Le lien, je vais pas dire qu'il s'est renforcé parce que j'ai pardonné. J'ai pardonné l'abandon parce que entre-temps, quand j'ai eu mes enfants, il était hors de question que je comprenne qu'on abandonne un enfant. C'est parce que je suis fusionnelle avec mes enfants et qu'au final mon parcours, même s'il est difficile, même si j'ai pas eu la chance de connaître réellement mes frères et sœurs tous
mais on est nombreux, donc en même temps, c'est pas difficile. Justement, je vais aller voir, je vais marier mon frère, Bien. Même père, même mère, à Rio, la semaine prochaine, pour le coup. Vous nous ferez part de nos félicitations, en tout cas, et puis donc, beaucoup de joie et de bonheur à lui. Pour le coup, voilà, j'ai fait la démarche, mais quand je me suis sentie assez stable pour faire face à ma famille, je l'ai fait. Mais sinon, je l'aurais... Si j'étais pas stable et moi-même mère, je pense que je l'aurais pas fait tout de suite. J'aurais cherché, mais j'aurais pas eu la stabilité pour endurer tout le manque de réponse. Parce qu'au final, j'ai toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Non, j'ai pas de réponse du pourquoi, comment. Je commence à capter certaines choses, mais parce que j'ai 35 ans et que voilà, moi-même je suis mère, mais il y a des choses pour moi qui ne sont pas forcément entendables aussi. Donc il vaut mieux pas que j'ai des réponses aussi. Je pense aussi. Pour être clair. Dans certaines situations, il vaut mieux pas avoir les réponses. Voilà. Dans votre parcours tant professionnel que personnel, est-ce qu'il y a une personne qui vous a influencé? La première personne qui m'a influencée, c'est ma tata, donc ma famille d'accueil qui m'a élevée. Elle m'a influencée dans son rapport à la maternité, dans sa générosité et même dans son rapport au couple. Je rigole tellement parce que je fais les mêmes choses maintenant avec mon mari, donc j'en rigole. C'est d'abord ma tata parce que voilà, elle a fait le nécessaire pour moi. Le jour où je me suis mariée, c'est à elle que j'ai tenu la main pour arriver jusqu'à mon mari. Donc c'est la première personne. Ensuite, j'ai eu des très bonnes profs, notamment une qui m'a fait apprendre le grec ancien. C'est devenu ma passion, un peu entre guillemets ma petite bouée de sauvetage. J'étais dans ma bulle, j'aimais le grec ancien, j'aimais la littérature, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est ma professeure de grec. Ensuite j'ai une professeure de français qui était ma voisine, avec qui aussi qui a cru en moi. Donc voilà, j'ai eu mon éducatrice. C'est pratiquement que des femmes qui ont jalonné mon parcours. Après j'ai eu en dehors de mon mari, j'ai eu 2 hommes qui m'ont portée. Donc c'est 2 amis dans le sens où par leur parcours de résilience, par leur parcours humain, qui m'ont boostée, qui me boostent toujours aujourd'hui. Mais sinon, c'est 90% ce sont des femmes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, celles qui m'ont fait confiance professionnellement. Beaucoup de femmes ont été mes modèles parce qu'elles m'ont portée à leur niveau. Tout à fait. Hein. Et puis surtout, elles vous ont aidé à vous élever aussi. À m'élever. Donc pour moi, j'ai plusieurs parcours, voilà, comme je le dis. Mais la première, c'est ma tata, puisqu'elle m'a... Eh ben, merci Tata pour avoir fait ce beau travail. Tata Jaïda. Petite dédicace. Donc Nadège, j'aurais voulu savoir quels sont vos intérêts et vos passions. J'ai 2 passions, la vie politique, c'est-à-dire le contexte général, la protection de l'enfance, et le grec ancien, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Antiquité. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez une chanson qui vous identifie ou une chanson qui vous porte dans votre vie au quotidien? Ma copine a dit que la chanson qui me ressemblait beaucoup, c'était la chanson de Salif Keita, Manjou. Ah oui, voilà, elle a dit, effectivement. À chaque fois qu'elle écoute cette chanson, elle me fait penser à moi. Je dois bien prendre, hein, parce que... mais c'est celle-là. D'accord, c'est un très bon choix aussi. Avez-vous une citation ou un proverbe préféré? J'ai pas de proverbe ou de citation préférée. Le seul truc que je me suis fait tatouer, je me suis fait tatouer le mot kairos en grec, de manière discrète, hein, faut pas que ça soit très visible, parce que le kairos, en fait, c'est le destin, c'est tout ce qui concerne, en fait, c'est une accumulation de choses qui fait que tu arrives à une telle porte, à telle opportunité, et c'est un des mots les plus forts pour moi, c'est le destin. Voilà. Donc nous sommes dans l'émission Femmes de valeur. Et nous aimerions savoir, Nadège, quelles sont vos valeurs? J'ai 2 valeurs importantes. Comme je l'ai dit, c'est mon fil continu, c'est la famille. C'est pour moi mon socle. Hein. Quand je parle famille, c'est famille élargie, que celle qu'on crée, et surtout les amis qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Et la générosité. Je considère qu'il faut toujours être généreux sans se poser de questions, parce que c'est des énergies positives et c'est des énergies qui nous reviennent. De toute façon, entre guillemets, on n'a qu'une vie. Hein. Je vais peut-être me réincarner en chat, mais pour l'instant, j'ai une vie de femme. Et je considère que tant que je suis là, je peux donner au maximum.
Voilà, et pour moi c'est hyper important. Et après, comme je vous dis, la notion de famille, celle qu'on crée, parce que je ne suis pas un être solitaire. J'aime être entourée, et que pour moi le mot famille c'est le plus... c'est un mot important. C'est des belles valeurs, la famille, et puis effectivement, comme vous avez évoqué tout ce qui est générosité. De toute façon, on le voit au niveau de tout l'interview qu'on a fait avec vous. Vous avez vraiment porté des messages de générosité, d'intégrité, de valeurs humaines. Vraiment, on l'a senti. On sent que vous êtes vraiment, vous incluez vraiment dans tout ça. Votre vécu emporte les stigmates, si on peut dire. Mais en tout cas, non, en tout cas, on est ravis que vous soyez venus pour nous porter ces valeurs-là. Merci pour ce témoignage qui a été riche en ténacité et courage, qui nous démontre bien qu'on peut être issu d'un milieu défavorisé et réussir tant bien que mal. Bien sûr, bien accompagné, bien sûr, avec toujours cette force et cette volonté de vouloir y arriver, surtout. En tout cas, on est content que la vie vous ait gâté, malgré un début difficile. Alors nous aussi, on va vous gâter. On ne vient pas à Femme de Valeur pour rien. Merci. Donc tenez, ceci est pour vous. Merci, je regarderai discrètement après la caméra. Oui, discrètement. Tout à fait. J'aime les cadeaux aussi. En tout cas, merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. Notre émission se termine. Merci Nadège d'avoir été parmi nous. En tout cas, ce fut un honneur. Donc restez connectés surtout pour notre prochaine émission, parce que nous allons recevoir encore d'autres femmes de valeur. Et surtout, n'oubliez jamais que lorsqu'une femme connaît sa valeur, elle devient inarrêtable. Femme de valeur.